Bien, mais écoutez, ravi d'être là devant vous. Et pour traiter d'un aspect intéressant et actuel, donc à savoir en quoi la biodiversité, son retour, donc le réensauvagement, qu'est-ce que cela peut nous apporter par rapport au fonctionnement des écosystèmes et qui vont permettre, par exemple, de remettre un petit peu de l'ordre dans tout ce qui est climatique. Donc voilà, on va voir quelques exemples à partir de ça. Alors l'idée de départ, c'est que le réensauvagement, il y en a en France, on va le voir bien sûr, mais il y en a eu plus en Europe. Et l'Europe, comme bien souvent, a inspiré la France. Disons qu'il y a parfois un petit peu plus d'ambition dans ce qui est la préservation de la biodiversité dans les autres pays d'Europe que le nôtre, mais pas toujours non plus. Alors cette belle Europe est intéressante, comme on la voit ici. Alors quelques petites remarques. Ce qui apparaît très net, c'est l'ensemble des montagnes qui vont de l'Espagne jusqu'au Caucase, jusqu'au-delà de la mer Noire. Donc voilà, ça c'est une caractéristique assez particulière, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, quand vous avez les grandes plaines du milieu, donc de ce continent, vous voyez qu'il n'y a pas de montagne. Donc les pluies peuvent rentrer assez profondément jusqu'à près de 1000 km à l'intérieur des terres. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Sinon, pour le reste, on a du Grand Nord, mais il y en a dans d'autres pays. On a du bord méditerranéen, mais il y en a sur l'Afrique du Nord. On a un bord atlantique, mais il y a ça aussi en Amérique du Nord. Donc, on s'était posé la question des caractéristiques spécifiques à l'Europe, et notamment donc, sur les péninsules. Alors, ce qui est une caractéristique intéressante, on voit apparaître les animaux là, le Milan royal, l'isard et les différentes espèces de chamois, le bison d'Europe, ces espèces-là sont confinées à l'Europe au sens strict. Et ça montre que cette Europe qui va, vous vous souvenez peut-être, c'était l'Europe de Charles de Gaulle, donc de l'Atlantique à l'Oural. Eh bien, cette Europe-là, c'est vraiment une entité. Et par exemple, le Milan royal, que vous avez en photo en haut à droite, le Milan royal n'est présent en Europe que Espagne, Portugal, France, Allemagne et Royaume-Uni, et un petit peu dans d'autres pays un peu plus au nord, mais guère. Voilà, limité à ça. Alors que le Milan noir, par exemple, est présent dans toute l'Eurasie, en Australie, en Afrique noire. Donc on a vraiment une caractéristique européenne. Et puis l'isard, donc le chamois des Pyrénées, mais qu'on retrouve dans différentes péninsules, pareil, il est spécifique à l'Europe et aux montagnes européennes. Quand on sort d'Europe, plus d'isard. Et enfin le bison, qui avait quasi disparu, mais qui fait un retour tonitruant. Donc c'est une espèce typiquement européenne. À ne pas confondre avec le bison d'Amérique. Il y a un petit souci technique sur la projection. Oui. Voilà, ça sautille un peu. C'est pétillant. Non, petit à petit. Ah, voilà. Là, on l'a pas, mais c'est pas grave. Oh. Si on essaye de suivre l'image. Voilà. Alors, nous avons 3 péninsules. La péninsule ibérique, la péninsule italienne ou ligure et la péninsule balkanique. Alors, pourquoi on évoque cela? Parce que quand il va y avoir un réensauvagement, le retour de la nature, ben, il y a quelques petites règles géographiques qui vont obliger en quelque sorte à une évolution particulière. Ainsi, quand vous avez les glaciations, vous avez les glaciers dans le nord de l'Europe,
ça repousse les espèces vers le sud. Et elles vont trouver refuge dans une des 3 péninsules. Et elles vont rester comme ça à peu près 100 000 ans, séparées, chaque espèce dans sa péninsule. Quand on vit séparément, en termes d'évolution, eh bien, chacun change. Et change au point que quand on se retrouve, on est tellement différents que ça fait 2 espèces différentes. Et donc là, comme ces espèces vont rester dans les refuges à peu près 100 000 ans, eh bien, ça laisse du temps pour l'évolution. Résultat, quand les glaces sont remontées, les espèces se sont répandues à nouveau et on s'est rendu compte qu'on avait, par exemple, des pins, des espèces de pins qui étaient présents chacun dans une péninsule. Les taupes, il y a une taupe, c'est revenu ici. Donc on a la taupe ibérique, la taupe italienne ou ligure et la taupe balkanique. Chacun sa taupe. Donc c'est comme les fromages en France, quoi. Dans chaque petit village, on fait le fromage qui est différent de celui d'à côté. Ben là, c'est un peu pareil avec l'évolution. Même chose avec le loup, par exemple. Le loup espagnol, Signatus, c'est un loup beaucoup plus sombre que le nôtre et qui n'a pas encore passé les Pyrénées. Et puis le loup Italicus, Italie, alors c'est celui-là qui a envahi tout le reste de l'Europe, et notamment la France, toutes les Alpes. Et puis enfin, on retrouve le loup le plus classique, donc dans la péninsule balkanique. Voilà. Donc vous avez ici un élément qui explique la diversité. Alors, un autre facteur d'évolution qui a fait que les montagnes sont devenues des refuges également, c'est la pression cynégétique. La pression d'occupation des sols aussi, qui petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution du néolithique, a repoussé certaines espèces, notamment les grands prédateurs, dans les massifs montagneux. Et ce qui fait qu'actuellement, les montagnes constituent des sanctuaires, notamment pour ces grosses espèces, telles que les ours bruns, par exemple. On ne les trouve plus en Europe, mis à part en Europe complètement au nord, donc en Scandinavie, en Finlande, en Carélie. On ne les trouve plus que dans les massifs montagneux, parce que partout ailleurs, ils étaient un petit peu gênants, donc on les a exterminés jusqu'au dernier. Et ils ont fini par se réfugier. Ce qui montre tout l'intérêt des montagnes en tant que zone de préservation de la biodiversité. Finalement, les espèces, il y a eu très peu de disparition d'espèces en France grâce à ces refuges difficilement accessibles qu'ont constitué les montagnes. Et actuellement, la plupart des parcs nationaux sont localisés sur les montagnes et ce n'est pas un hasard. Alors, quand nous avons écrit notre livre sur l'Europe pré-ensauvagée, on s'est amusé à faire des... Enfin, amusé, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, mais on a fait des cartes inédites qui montrent la répartition de différentes espèces un petit peu iconiques, dont l'ours. Et on a eu l'idée de mettre un symbole, un pictogramme de l'animal qui est proportionnel à la population de l'endroit. Et là, si on regarde cette carte, c'est assez intéressant, parce qu'on voit qu'en Europe, l'endroit où il y a le plus d'ours, c'est les Carpates. Les Carpates où vous avez plus de 6000 individus. Et si vous allez dans les Carpates, eh bien la cohabitation de l'ours avec notamment le pastoralisme, il y a beaucoup de troupeaux de moutons là-bas, ça ne pose strictement aucun problème. Au contraire, dans les pays de l'Est, l'ours c'est un petit peu un symbole. Alors, ils n'aiment pas trop le loup, mais l'ours par contre, dans l'imagerie populaire, c'est vraiment un animal qui est chéri, adulé, protégé et respecté. Alors que là où vous avez le plus petit symbole, je vous laisse le chercher, c'est dans les Pyrénées. Et curieusement, c'est là qu'il y a le plus de problèmes de cohabitation. Alors trouvez l'erreur. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors, je parlais de parcs nationaux qui se sont créés particulièrement dans les montagnes parce que ce sont justement des zones de refuge dans lesquelles on avait une biodiversité, et notamment une biodiversité concernant les gros animaux qui est plus importante. Et le premier parc national, alors c'est pas le premier parc national qui a été créé en Europe, il y en a eu d'autres juste avant le parc national suisse, il y en a eu d'autres en Finlande, elle en a créé 9 d'un coup.
à l'image des parcs nationaux américains et notamment du parc national de Yellowstone, qui a été un des premiers créés au monde. Et les parcs nationaux finlandais, eux, ils ont été créés un petit peu comme les parcs américains sur des bases paysagères. C'est-à-dire c'était un intérêt essentiellement floristique et géologique qui a conduit à la création de ces parcs nationaux. Mais pour autant, on ne laisse pas la nature en libre évolution et on autorise encore certaines activités cynégétiques réservées notamment aux peuples autochtones. Alors avec la petite différence qu'à l'époque, les habitants autochtones utilisaient des méthodes très traditionnelles. Maintenant, ils continuent leur chasse, mais avec des motoneiges, des hélicoptères. Donc on n'est plus tout à fait dans les mêmes conditions. Par contre, le parc national suisse, à notre avis, il est très intéressant parce que ça a été le précurseur de ce qu'on va appeler la libre évolution. C'est-à-dire qu'en 1914, ça fait déjà plus d'un siècle, du jour au lendemain, les Suisses ont décidé que sur cet espace de 17 300 hectares, il n'y aurait plus de pâturage, donc ils ont plus de pâturage domestique, donc ils ont retiré toutes les vaches. Il n'y aurait plus de coupe de bois et on n'extrairait plus le bois mort non plus. Et aussi difficile pour les Suisses que pour les Français, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de chasse. Donc ça fait maintenant plus d'un siècle qu'on a du recul sur ce qui se passe quand on laisse un espace relativement vaste en libre évolution. Et ça a été très intéressant, très pédagogique, très didactique. Parce qu'on s'est rendu compte que certaines idées qui étaient même très ancrées chez les écologues ont été complètement battues en brèche. Après plus d'un siècle, par exemple, et ben on constate que contrairement à toutes les prédictions qu'il y avait pu y avoir, il y a toujours des espaces ouverts dans le parc national suisse. Nous y sommes allés en 2019. Et nous avons vu, donc contrairement à ce qui est souvent annoncé, si vous laissez faire, oulala, il va y avoir de la forêt partout. Et bien là, en l'occurrence, vous trouvez encore à certains. Alors il y a eu certainement des endroits où les prairies pâturées par les vaches se sont redensifiées et repeuplées en arbres, mais vous avez aussi de magnifiques prairies fleuries très riches en biodiversité végétale, simplement. Ce ne sont plus les vaches qui viennent les brouter, ce sont le soir, vous voyez sortir les biches avec leurs fans, ou les bouquetins, ou les chamois, suivant les endroits, ou les chevreuils. Donc c'est la faune sauvage, en fait, qui a joué le rôle des animaux domestiques. Et finalement, quand on laisse faire la nature, on a parfois des belles surprises, et ce n'est pas nécessairement la catastrophe. Et non seulement ce n'est pas la catastrophe, mais le parc national suisse est également très intéressant, parce qu'il nous démontre que économiquement, ça peut être aussi une activité extrêmement intéressante. Donc, vous voyez, 150 000 visiteurs par an. Nous avons discuté avec le directeur du Parc national suisse lorsque nous l'avons visité, et il nous a annoncé un revenu de pratiquement 20 millions d'euros chaque année pour les 4 communes qui sont propriétaires du foncier de ce parc national. Alors, ces revenus, c'est quoi? C'est un tout petit peu, ça c'est très spécifique à la Suisse. Comme c'est l'État suisse, l'État fédéral suisse qui a décidé la création du parc national et que le foncier appartient à des communes, donc l'État reverse une toute petite location à chacune des 4 communes propriétaires du foncier. Mais en réalité, la très grosse majorité de ces revenus est liée aux produits de l'écotourisme. C'est-à-dire que cette région dans laquelle on ne fait rien attire énormément de randonneurs qui sont canalisés sur des sentiers balisés dont on leur demande de ne pas sortir, même lorsqu'ils font des pauses. Il n'y a pas de bivouac autorisé non plus, sauf dans 2 endroits très spécifiquement réservés à cela. Donc ça permet de préserver une certaine intimité à la faune qui est tranquille en dehors de ces sentiers, qui y vient quand elle en a envie, et ce qui permet aux visiteurs d'avoir le bonheur immense, parce qu'en un siècle, les animaux ont un petit peu perdu la peur de l'homme. Alors je dis un petit peu, pas totalement, parce que 17 300 hectares, c'est quand même relativement petit, ça ne couvre pas le territoire nécessaire à certaines espèces, et donc notamment en hiver, les cervidés descendent un petit peu dans la vallée, et là les chasseurs les attendent. Mais donc ils n'ont pas totalement perdu la peur de l'homme, mais quand même, ils savent que dans cet endroit-là, ils sont relativement tranquilles, ils ne craignent pas les humains.
Et donc, ces gens qui viennent utilisent les hébergements, achètent, quand ils sont en location dans un appartement, achètent des produits au supermarché du coin, vont au restaurant, et ça permet aux habitants de ces 4 communes de vivre très largement des revenus de l'écotourisme. Et ça, c'est très intéressant, parce que quelques dizaines de kilomètres plus loin, vous avez la station de ski très huppée et très renommée de Saint-Maurice, et on se rend compte que finalement, protéger la nature, ne rien faire et ne pas développer d'infrastructures qui abîment l'environnement, ça rapporte autant, sinon plus, que la station de ski de Saint-Maurice. En fait, l'économie de la contemplation rapporte plus que l'économie de l'exploitation. Mais l'espèce humaine, vous savez, il faut qu'il existe. Donc il faut qu'il construise, il faut qu'il creuse, qu'il détruise. Quand vous prenez un petit enfant, vous allez en bord de mer. Cet imbécile, il devrait regarder le flux, le reflux, et puis se dire c'est merveilleux, c'est beau. Mais non, il faut qu'il prenne sa pelle, son râteau, son seau, et puis qu'il va que je te construis des châteaux, je fous des coups de pied dedans, je le reconstruis. Quand il va grandir, il va devenir ingénieur. Bon, il ne peut pas lui arriver de pire. Et il va se mettre à construire. On écoutait ce matin les annonces faites par notre cher président pour fabriquer des piles pour les voitures de la Terre entière et de la planète Mars réunie. Donc, voilà. C'est un hyperactif, l'homme, alors qu'on lui offre des spectacles absolument magnifiques. Alors, dans le parc national, donc, suite à la libre évolution, on a eu un certain nombre de retours spontanés, dont le loup, qui n'a été réintroduit nulle part en Europe. Et il y a eu également des espèces pour lesquelles le retour spontané était un petit peu plus compliqué. Donc on a donné un petit coup de pouce en les faisant revenir. Alors vous allez me dire, réintroduire une espèce, c'est complètement artificiel, c'est pas vraiment de la libre évolution. Mais en fait, si on réfléchit et qu'on remet les choses dans l'ordre, ce qui était vraiment artificiel, c'est de l'éradiquer totalement. Et là, personne n'a rien dit sur c'est pas naturel. Donc en fait, la réintroduction, on ne l'a fait que dans des cas exceptionnels, quand le retour spontané n'est pas possible, mais de temps en temps, on est obligé un petit peu de réparer nos erreurs. Et notamment dans le parc national suisse, il y a eu des réintroductions de bouquetins et de gypaètes, qui est une espèce de vautour. Et là, sur cette image à gauche, vous avez une peinture qui est intéressante. C'est une peinture qui date de l'époque romantique et elle est localisée en Suisse. On peut la localiser très précisément grâce au massif enneigé que vous avez là au fond. Et pour les gens qui connaissent un petit peu la Suisse, on reconnaît très facilement le massif de la Jungfrau, donc pas très très loin, un petit peu plus à l'ouest du parc national suisse. Et ce qui est intéressant aussi quand on regarde cette peinture qui date du 19e siècle, c'est qu'on voit un oiseau dont on reconnaît, quand on le regarde un petit peu près, qu'il s'agit d'un gypaète barbu. Et surtout, ce qu'on voit, c'est l'imaginaire qu'on avait à l'époque de cet oiseau. Donc vous voyez qu'il tient un animal dans ses pattes. On devine que c'est un mouton. D'ailleurs, les moutons dégringolent la colline, là, a l'air complètement affolé, pendant que le chien, qui est ici, aboie en direction de l'oiseau, qui vient d'enlever dans ses serres redoutables un petit agneau du troupeau que le pauvre berger s'est forcé de garder. Et d'ailleurs, il est très en colère contre le gypaète. Sauf que ça, c'est de l'imaginaire. Parce qu'entre-temps, en un siècle, on a étudié un petit peu la biologie et la physiologie du gypaète, qui est un vautour. Et comme tous les vautours, on s'est rendu compte que leurs serres sont, dans la façon dont elles sont constituées, absolument incapables d'agripper et de soulever dans les airs un animal de ce poids-là. Et donc voilà comment, à partir d'un imaginaire et d'une réputation tout à fait usurpée, on en est arrivé à exterminer totalement cet oiseau, dont on sait maintenant qu'en fait il est extrêmement utile, comme d'ailleurs l'ensemble des autres vautours, puisque ces animaux jouent le rôle d'équarrisseurs naturels. Alors non seulement ils évitent, lorsqu'ils sont présents à proximité de zones de pastoralisme, ou encore mieux, quand il n'y a pas de pastoralisme, ils font le travail sur la faune sauvage, ils évitent la propagation des maladies, parce que quand un groupe de vautours repère un animal mort,
En général, nous on l'a vu, c'est très caractéristique. Vous avez un premier vautour qui arrive, il tourne d'une certaine façon, il descend. Et les vautours, on ne les voit pas mais eux, ils ont une vue très perçante. Ils sont capables de communiquer à des dizaines de kilomètres. Ils se voient à des dizaines de kilomètres. Et quand il y en a un qui commence à amorcer cette descente-là, tous les autres savent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et tout à coup, vous voyez apparaître 10, 15, 20, 30, 40 vautours qui surgissent de nulle part, qui convergent tous vers le cadavre, qui descendent. Et en 20 minutes, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Et très important, en général, parfois quand l'animal est mort, c'est parce que vous avez une pathologie, des microbes. Et le pH de l'estomac des vautours est tellement acide que pas un microbe n'y résiste. Donc en fait, ils évitent la propagation des maladies. Et en plus, quand vous êtes sur du pastoralisme, maintenant qu'on a le droit de faire des placettes d'équarrissage, on a eu des témoignages d'éleveurs qui nous racontaient que avant l'autorisation des placettes d'équarrissage naturel avec nettoyage par les vautours, le cadavre, surtout dans certaines régions reculées des montagnes, le cadavre il restait sous une bâche parfois 15 jours avec tous les problèmes de propagation des maladies. Et puis le camion d'équarrissage venait, il vient dans une ferme, il arrive dans une deuxième et il transporte comme ça tous les microbes, il les propage bien d'un endroit à l'autre. Et en général, quand vous êtes dans le Massif central, le point d'équarrissage le plus proche est à Lyon, donc c'est plus de 100 km, donc autant d'émissions de CO2. Et donc finalement, laisser faire les vautours, eh bien, ça permet d'éviter la propagation des maladies, ça permet de limiter les émissions de CO2, et en soi, c'est une merveilleuse solution qui permet en plus à l'éleveur de faire des économies parce qu'il est partiellement exonéré d'un truc qui est fantastique, ça n'existe qu'en France, la contribution volontaire obligatoire pour l'équarrissage. Et donc il a une petite ristourne sur cette contribution, et donc c'est du gagnant-gagnant. Alors si on revient juste sur le diapo précédent. Voilà, les effectifs, vous avez sur cette carte. Donc, dans le massif des Alpes, 51 couples. Eh bien, depuis, les effectifs ont augmenté. Et cette année, on en est à 77 couples. Donc, sur l'ensemble des Alpes, dont 26 en Suisse et à peu près la même quantité en France. Et il y en a en Italie, Autriche, et un peu dans tous les pays. Alors, dans les Alpes, mais pas que, dans les Alpes françaises, on est dans le Vercors précisément, le paysage est redevenu riche et vivant. C'est-à-dire que pendant longtemps, on disait le paysage est une carte postale, mais sans vie. Et grâce au retour spontané des espèces, grâce à leur réintroduction, eh bien, on va voir ce qui s'est passé. Donc, voilà, toutes ces espèces-là sont de retour. Donc c'est vraiment du réensauvagement. Hein. Donc, alors pour un certain nombre, elles ont été réintroduites. Le bouquetin en haut à gauche, le gypaète barbu au milieu. Et puis voilà, la forêt est vite revenue. Donc l'aigle royal, les effectifs ont augmenté, les vautours fauves ont été réintroduits, les chamois moins tirés ont vu leurs effectifs progresser un peu. Devant toute cette nourriture, le loup est arrivé et les grands-ducs ont augmenté leur densité. Les lynx se sont mis à se nourrir sur le chamois et sur le chevreuil. Et puis le cerf, qui était absent, est revenu bramer dans le secteur. Donc ça, ce sont de bonnes nouvelles. On ne le dit pas assez. Mais la biodiversité en France, vous avez à la fois des pans entiers avec une progression, et puis il faut quand même malheureusement dire qu'il y a deux domaines où là ça ne va vraiment pas. C'est le domaine agricole, avec l'utilisation de pesticides, donc qui limite très fortement les densités en papillons, par exemple. Il y a des tas de calculs de recensement qui ont été faits, c'est très net. Et puis l'autre domaine où ça ne va pas du tout, c'est la pêche en mer. La pêche en mer, c'est une exploitation honteuse, quoi, avec les chaluts qui raclent le fond. On ne peut pas imaginer pire. Et ça passe. Et il n'y a pas très peu de réaction. Voilà, ça laisse pantois. Alors, les forêts,
ont progressé. La carte est malheureusement incomplète. Il y a eu un problème de carto. Mais les forêts progressent. En France, par exemple, au 20e, première moitié du XXe siècle, ça a progressé d'environ 60 000 hectares chaque année, la forêt en France. 60 000 hectares chaque année, pour vous donner une idée, en 10 ans, ça fait 600 000 hectares. 600 000 hectares, c'est l'équivalent d'un département français. Donc un département français tous les 10 ans. Donc il y a une progression énorme. Et 60 000 hectares, c'est exactement ce qui a brûlé l'an passé dans les Landes. Donc vous voyez, ça vous donne un peu une idée. Et pendant longtemps, notamment en Provence, sur le massif des Maures, massif de l'Estorel, eh bien, la forêt a gagné de bien plus grandes surfaces que les surfaces brûlées. Les surfaces brûlées, c'était 4 000, 5 000 hectares, alors qu'au niveau du retour, c'était plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Donc voilà, ça c'est un premier fait. Alors, ça permet d'évoquer les solutions pour s'adapter d'urgence, notamment au changement climatique. Ces forêts qui se réinstallent, c'est du CO2 qui est capté et qui va se stocker. Malheureusement, en Europe, c'est plutôt ce qui se passe, mais on était en Colombie la semaine passée, donc tous les deux, on a participé à un forum de conférences sur les forêts, notamment sur la forêt amazonienne. Et là, on était, nous, pour donner des exemples de ce qu'on fait en Europe, donc, et notamment en France. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, bon, malheureusement, on a beau faire de notre côté, ça défait du côté forêt amazonienne, c'est assez terrible, quoi. Mais bon, il y a la protection qui est mise en place aussi. Alors, il faut quand même signaler qu'en France et en Europe d'une manière générale, on revient de loin. Si on prend la situation telle qu'elle était, la forêt telle qu'elle est apparue à la sortie de la dernière glaciation, une fois qu'elle s'est installée, elle couvrait à peu près 80% de la surface de l'Europe. 80%. Au milieu du 19e siècle, oui c'est ça, au milieu du 19e siècle, ça a été le moment le plus bas en termes de surface forestière. Et donc on est passé de 80% à 12% de surface forestière en France. Donc tout ça essentiellement sous l'influence de ce qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire en fait le développement de l'agriculture, l'exploitation du bois, le bois énergie, etc. Le retour de la forêt en France et en Europe a été permis principalement grâce à la découverte des énergies fossiles. À partir du moment où on a découvert le charbon et puis le pétrole ont remplacé le bois énergie en très grande partie. Première chose. Deuxièmement, ça a permis le développement de l'industrie et donc un appel de population des campagnes vers la ville. Et donc ce sont les zones les plus défavorisées qui ont été abandonnées en premier. Et dans ces zones défavorisées sur lesquelles on gagnait chichement sa vie, eh bien, les terrains ont été abandonnés et la plupart du temps, il y a eu une reforestation spontanée qui a permis le reboisement dont parlait Gilbert, cette fameuse progression. Et donc actuellement, on est à peu près en France à 30% de surface forestière. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un autre tournant. C'est-à-dire qu'on voit l'épuisement des ressources fossiles et tout le monde commence à se retourner vers le bois. Et donc, moi, mon message, c'est le bois, c'est un matériau super, noble, utile. On peut effectivement l'utiliser, mais si on ne veut pas retomber très rapidement dans la situation du milieu du 19e siècle, il faut quand même qu'on ait une vraie réflexion en amont sur la façon dont on utilise le bois. Et notamment, il faut que cette utilisation soit durable. Il faut que le tronc qu'on va utiliser, son utilisation, soit au moins aussi longue que le temps qu'il va falloir pour faire pousser l'arbre qui va le remplacer. Et donc, notamment, l'utilisation en bois énergie, à mon avis, elle n'est pas durable. Parce que calculer le temps qu'il faut pour brûler un tronc de bois, le temps qu'il faut pour faire repousser l'arbre équivalent, on ne va pas s'y retrouver. Rapidement, il va y avoir un problème.
Alors, avec le retour de la forêt, des espèces forestières sont en train de revenir, avec le mastodonte, le plus gros de toutes ces espèces, à savoir le bison d'Europe. Alors, le bison d'Europe a failli disparaître. Il a été sauvé grâce à quelques individus gardés dans des zoos. Et on l'a réintroduit en Pologne d'abord, puis Slovaquie, une partie de la Hongrie aussi, et donc autour des Carpates, en Roumanie, mais aussi en Allemagne, dans un secteur où il y a pratiquement 600 habitants au kilomètre carré. Et on a eu l'occasion de faire des conférences en Belgique, et on a parlé du bison. Et il y a une revue qui sortait juste après. Et donc, ils avaient mis le bison en couverture. Et donc, ils sont maintenant prêts à partir sur une réintroduction du bison d'Europe. Alors, c'est intéressant de voir comment on considère les différents pays d'Europe. Dans cette revue, donc les Belges disent, voilà, on peut réintroduire du bison, notamment en Wallonie, parce qu'on a de faibles densités humaines. Entre parenthèses, 231 habitants au kilomètre carré. Et nous, dans le massif de la Margeride, il y a 5 habitants au kilomètre carré. Mais c'est quasi impossible de parler de réintroduction parce que c'est la grosse bête. Voilà. Mais bon, ça se fera petit à petit. Les Allemands l'ont fait, donc, comme je vous disais. Et puis l'Ukraine, donc aussi. Donc Roumanie, voilà. Puis, il y a une dizaine de pays. Et en tout, on est à plus de 6000 bisons sauvages en Europe. Et ça progresse assez rapidement. Donc c'est vrai que, oui, une petite balade à Fontainebleau, on croise 2-3 bisons, ça mettrait un petit peu de relief. Et puis, s'il y a des petits problèmes dans des écoles, vous savez, des fois... ils se comportent mal. Un ou deux bisons qui traversent la cour, ça calmerait. Hein. Moi, je l'ai vu ça en vrai au Niger avec l'éléphant. Donc, quand l'éléphant rentrait dans le village, et la maman disait à son petit, si t'es pas gentil, je peux vous dire que dans le monde entier, probablement sur Mars aussi, ces mots-là, cette situation-là, on la comprend tout de suite. Et on ne dit pas, oui, non, mais, non, il n'y a pas de oui, mais. L'éléphant, comme ils disent les enfants, l'éléphant, il est là. Donc je suis bien gentil. La cigogne noire, c'est un joyau, une discrétion extraordinaire qui avait complètement disparu. Et il y a à peu près 70-80 couples en France. Il lui faut des grandes forêts, il lui faut des très gros arbres, avec des branches horizontales énormes, de la taille d'un tronc. Et là, elle va mettre son nid gigantesque. Et voilà, donc elle est suivie, notamment par les services de l'Office national des forêts. Donc chaque couple est connu, répertorié, et chaque année, c'est en légère augmentation. Et ensuite, vous avez des espèces indicatrices, comme le pic à dos blanc, qu'on voit en haut à droite. Ce pic ne vit que dans les forêts qui ont des hêtres, notamment, qui ont 200, 300, 400 ans. Ouais, parce que les forêts, nous, on les coupe à 100 ans, les arbres. Parce qu'au-delà, je pense que au-delà, c'est par jalousie. Vous comprenez ? Je préside le conseil scientifique de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche. Et là, ils coupaient les chênes verts tous les 40 ans. Bon. Et donc, actuellement, la réserve, elle a un peu plus de 40 ans. Donc, ils disent maintenant, il faut couper les chênes verts parce que... Alors, j'en dis, rassurez-vous, allez faire un tour à Assise. Et à Assise, il y a le Cart-Chéry. Et il y a là le chêne vert devant lequel Saint François d'Assise se recueillait. Donc, il y a à peu près 1000 ans. Ben, le chêne vert, il est toujours là. Et il regarde le bonhomme, il dit, mon petit, tu vas bien ? Tu verras quand tu auras mon âge. 1000 ans. Et c'est insupportable. Et dans les gorges de l'Ardèche, dans les falaises des gorges de l'Ardèche, on a des arbres, les genévriers de Phénicie, qui ont 1500 ans. Et par le calcul, on pense qu'il y a quelques individus qui ont 2000
et même un très petit nombre d'individus qui ont 2500 ans. 2500 ans. C'est terrible, hein? Oui. On a monté une association avec Francis Allais, donc pour retrouver une forêt primaire. L'association Francis Allais pour une forêt primaire. Et donc Francis Allais est venu nous voir. Et donc quand il nous a parlé de ça, on parlait de 800 ans. Moi je commence à avoir quelques cheveux blancs. Et bon, une association pareille, je signe. Et voilà. On a essayé de faire revenir cette forêt. Il faut qu'on accélère pour le temps. Voilà, sinon, voilà, vous avez d'autres exemples. La chouette chevêchette, en bas la chouette de l'Oural. Ce sont des espèces qui ont été préservées dans les pays de l'Est, où ils ont beaucoup plus protégé la forêt que chez nous, et qui actuellement reviennent voilà, dans notre territoire. En fait, on ne peut pas vraiment parler de protection pour les forêts des pays de l'Est. C'est simplement une méthode d'exploitation différente entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Ouest. En Europe occidentale, on fait les choses d'une manière très cartésienne, hein, pays de Descartes, c'est-à-dire c'est rationnel. On limite une parcelle, on la coupe, on l'exploite, on passe à la suivante, et comme ça, petit à petit, on ratiboise tout le pays. Alors qu'en Europe de l'Est, ils sont plus négligents, c'est-à-dire qu'ils prennent le bois dont ils ont besoin, là où il est bien, puis le reste, ils laissent. C'est ce qui a permis de constituer des réservoirs grâce auxquels, petit à petit, il y a une conquête de l'Ouest qui est en train de se faire, mais cette fois-ci par les animaux sauvages, qui se réapproprient au fur et à mesure qu'on protège à nouveau les forêts dans l'Europe de l'Ouest, qui se réapproprient leurs territoires ancestraux. Alors très intéressant aussi, les fleuves et rivières, après avoir été corsetés, endigués, ratiboisés sur leurs rives, retrouvent aussi petit à petit leur espace de liberté. Il y a un changement de mentalité qui se met petit à petit en place en Europe. Et là, vous avez une très belle image à gauche qui vous montre le delta du Danube, avec notamment la ripisylve, la forêt de bord de cours d'eau qui s'est redéveloppée, qui est très belle et dont on va voir qu'elle est extrêmement importante justement dans les solutions pour s'adapter à certains problèmes actuels, notamment le réchauffement climatique ou d'autres. Alors, dans ce delta du Danube, comme on a un espace de liberté, vous avez évidemment une faune extrêmement abondante, notamment les deux espèces de pélicans, pélican blanc, pélican frisé. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que quand on protège un milieu, quand on veut le réensauvager, en fait, la définition anglaise, elle vient du mot rewilding, hein, en anglais, qui veut dire... Il n'y a pas de définition de réensauvager dans le dictionnaire français. Pour l'instant, il n'existe pas encore, c'est trop récent. Mais les Anglais, eux, ça fait depuis les années 90 qu'ils ont sorti ce concept. Enfin, plus exactement, c'est nord-américain. Et donc, si vous regardez dans le dictionnaire anglais, ils vous disent, c'est protéger un endroit pour lui permettre de retrouver petit à petit son état d'origine et surtout toutes ses fonctionnalités, notamment en permettant le retour de la faune sauvage qui assure ses fonctionnalités. Donc retour spontané idéalement ou retour par réintroduction si c'est nécessaire. Et là, dans le delta du Danube, il y avait historiquement un animal qui était présent, qui a totalement disparu d'Europe, c'est le buffle d'eau. Et donc la fonctionnalité qui est liée à ce buffle d'eau, on ne la retrouvera jamais. Sauf si on y alors j'allais dire réintroduit, j'allais faire l'erreur. Sauf si on y introduit, pour le coup, un animal qui est très proche génétiquement du buffle d'eau européen, qui n'existe plus, et qui va, par sa présence, permettre justement de retrouver la fonction qu'avaient ces buffles d'eau, l'action, l'impact et les interrelations qu'avait ce buffle d'eau avec les autres êtres vivants, animaux ou végétaux de l'écosystème. Et donc, il y a quelques années, les pays qui sont riverains du Danube ont décidé de faire, cette fois plus une réintroduction, mais une introduction d'un buffle asiatique qui est génétiquement très proche du buffle d'eau européen. Et on est en train d'observer pour voir justement ce qui se passe avec la présence de cet animal. Donc l'étude est en cours. Pour l'instant, on n'a pas encore les réponses. C'est à venir. Je vous parlais de l'intérêt de la ripisylve et une des solutions apportées par la ripisylve, eh bien, c'est que ce sont des stations d'épuration naturelle. Pourquoi ? Parce que les arbres, comme tous les végétaux d'ailleurs, puisent les éléments minéraux au niveau de leurs racines,
en l'associant avec le CO2 qui est absorbé au niveau de leurs feuilles et grâce à des éléments chimiques qui sont présents à l'intérieur des feuilles, ils réalisent ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils transforment ces éléments minéraux, et notamment les nitrates, les phosphates, en matière organique qui leur permettent de fabriquer les feuilles, les fleurs, les troncs, les branches, les fruits, etc. Et des études ont été faites. Donc on a mesuré le taux de nitrate et de phosphate dans les rivières en amont de la ripisylve et en aval, et sans rien faire, on constate qu'il y a une diminution du taux de ces éléments minéraux dans l'eau. Donc nitrate, phosphate, vous savez que c'est les principaux fléaux issus de l'agriculture industrielle qui polluent les nappes phréatiques et qui les rendent parfois impropres à la consommation. Un taux de nitrate trop élevé chez une femme enceinte ou un jeune enfant, ça peut provoquer des désordres physiologiques relativement graves sur le long terme. Donc en fait, voilà, vous avez une station d'épuration naturelle. Il n'y a jamais eu un arbre qui tend la branche pour dire donnez-moi 10 €, je vous ai fait de l'eau propre. C'est gratuit. Et certaines villes l'ont très bien compris. À New York, par exemple, vous avez toute la forêt qui est située au nord-ouest de la ville. C'est une surface assez conséquente qui a été préservée. Et donc, en plus, là, comme c'est des forêts d'altitude, il n'y a pas besoin de pomper l'eau. Elle arrive naturellement à la ville. 90% de l'eau qui arrive au robinet des New-Yorkais n'a besoin d'aucun traitement. Elle arrive de ces forêts. Et alors si, les Américains font quand même un petit traitement, et ça c'est très, très américain, ils mettent un petit peu de fluor dedans parce que ça atténue les caries ou un truc comme ça. Voilà. Mais à part ça, il n'y a aucun traitement possible. Et l'Américain, il paye son eau, avec les taux de chance, ça peut varier un petit peu, mais c'est de l'ordre de 1 € le mètre cube. Alors en France, je me suis renseignée, je me suis dit, ah, tiens, nous payons en moyenne 4 € le mètre cube d'eau au robinet. Alors, il y a des régions où c'est un petit peu moins, parce que c'est un peu moins pollué. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus. Voilà, c'est une moyenne, hein, mais ça vous donne une idée. Et en Europe, pour rester plus près de nous, certaines villes ont très bien compris l'intérêt de préserver les forêts de pente et les forêts alluviales. Vous retrouvez exactement le même phénomène sur les forêts de pente. Hein. Munich, par exemple, que vous voyez ici à gauche, voilà, a complètement préservé la forêt des Préalpes bavaroises qui est au sud. Et ceci lui permet d'avoir de l'eau. Alors vous avez le slogan là qu'on trouve sur les services municipaux de la ville de Munich qui se targue d'avoir l'eau de la meilleure qualité possible au prix le plus équitable. Et donc le prix le plus équitable, c'est à peu près 1,70 € le mètre cube. Donc le Munichois paye son eau moins de la moitié de ce que paye le Français moyen, sans rien faire, simplement en préservant les forêts. Donc, s'il y a un message à faire passer, la forêt à préserver prioritairement, celle qui est la plus en danger et celle qui rend peut-être un service immense, c'est la forêt alluviale. Et sur cette image que nous avons prise à partir d'un hélicoptère, eh bien, on voit très bien les deux principales menaces qui affectent les forêts alluviales. C'est l'expansion des zones agricoles qui grignotent de plus en plus et vont parfois jusqu'aux rives, avec tous les problèmes de pollution des nappes phréatiques qu'on connaît. Et le deuxième, c'est l'expansion des villes qui, elles aussi, ont tendance à aller de plus en plus près. Et à Paris, vous connaissez bien le système. Avec donc la nécessité du coup d'endiguer. Et puis, de temps en temps, vous avez une crue centennale ou millénale qui déborde. Et ça entraîne des inondations catastrophiques avec des destructions de maisons, des situations humainement dramatiques, comme celles qu'on a connues dans la vallée de la Roya en France, et celles que les Allemands, les Belges ont connues au bord de la Meuse il y a 2 ans. Alors, quelques mots sur la biodiversité liée à ces cours d'eau. On a notamment les esturgeons d'Europe, donc il y a plusieurs espèces, 7 ou 8 espèces, qui sont pour la plupart des migrateurs, c'est-à-dire ils vont en mer pour se nourrir, et ils remontent dans les cours d'eau, dans les fleuves, pour se reproduire. Et quand on regarde cette carte, eh bien, on voit sur chacun des cours d'eau une petite barre noire qui représente un barrage, le premier barrage. Et au-delà, il n'y a plus de reproduction possible parce que ce sont des très grands barrages. Par exemple, celui sur le Danube, il y a deux barrages en fait qui sont à 1 kilomètre de distance.
Et c'est impossible de faire une passe à poisson, par exemple. C'est beaucoup trop grand. Et donc, ça a stérilisé toutes les parties amont. Alors, pour une fois, la France peut faire cocorico, parce qu'on a réussi à éviter le drame de la disparition de l'esturgeon à 6 pinceurs sturiaux, qu'on peut appeler l'esturgeon d'Europe. Et celui-là, il a été sauvé au dernier moment dans l'estuaire de la Gironde, où il a été capturé par des filets. On a capturé un mâle, une femelle, et ensuite reproduction en pisciculture. Et actuellement, on produit plusieurs centaines de milliers d'alevins, d'esturgeons sturiaux, qui sont déversés dans la Dordogne, dans la Garonne. Et même maintenant, on commence à réfléchir pour le mettre dans le Rhin, dans l'Oder, voilà, et d'autres fleuves européens. Alors, j'en profite simplement pour faire une petite parenthèse. On parle beaucoup, notamment dans les programmes scolaires, du devoir de mémoire. Alors, c'est placé dans un contexte bien particulier, notamment par rapport à la Shoah, qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense qu'on devrait aussi avoir un devoir de mémoire écologique. Il y en a combien dans cette salle qui se souviennent qu'on a eu du caviar made in Vallée du Rhône ? Même quand on demande à des Rhône-Alpins, personne ne s'en souvient. Ça remonte à loin. Et pourtant, alors on pourrait penser que ça remonte à loin, mais nous avons dans certains ouvrages des images d'archives dans lesquelles on montre des pêches d'esturgeons. Alors quand je dis des images, c'est des photos d'archives qui montrent des pêches d'esturgeons dans la vallée du Rhône. D'accord ? Donc c'est pas si vieux que ça. Et pourtant, on l'a complètement oublié. Donc il y a une espèce d'amnésie écologique de la situation telle qu'elle existait. Et c'est une des causes pour lesquelles, finalement, on s'accommode très bien de milieux qui sont complètement vides. Parce que nous les avons toujours connus comme ça. Et nos arrière-grands-parents ne sont plus là pour nous dire comment c'était avant. Et on l'a oublié. Alors, parfois, en France, on est audacieux. Et c'est notamment le cas de l'effacement du barrage de Maison Rouge. Donc, c'est un barrage qui était installé à l'aval de la confluence de la Vienne et de la Creuse. Si vous regardez bien la photo sur le haut, on devine les deux bras. Celui de droite, c'est la Vienne. Celui de gauche, c'est la Creuse. Et on est en 1925. Le barrage a été construit. Il n'est pas très haut. Bon, il rend quelques services. Et ensuite, on est en 98 et il menace de s'effondrer. Donc, deux options, le reconstruire ou le détruire. Et c'est là que c'est intéressant, c'est innovant. Donc, on décide de l'effacer. Alors, vous avez la photo à gauche et encore le barrage, et à droite, il n'y est plus. Donc, la Vienne coule. Alors, si vous regardez de près, voilà, vous avez une petite ligne blanche. Voilà, c'est du béton qui a été mis là, et c'est l'emplacement du barrage. C'est l'homme, si vous voulez, qui a coulé du béton, parce qu'il dit sinon, si on ne met pas le béton, la rivière va creuser et elle va partir. Ouais. En fait, c'était pour dire, on a peur de démontrer que la rivière, elle fonctionne très bien sans nous. Donc, on va mettre du béton, et puis c'est grâce à moi. Encore un autre exemple. Alors voilà, tout ce qui est revenu, c'est absolument merveilleux. Donc, quand on a enlevé le barrage, un castor, un phoque vaumarin, on y reviendra, des loutres, ensuite les poissons migrateurs, alose, lamproie, anguille, saumon, tout cela est revenu et ne pouvait pas passer à cause du barrage. Et puis des libellules de la famille des gonfidés, c'est une famille qui vit bien dans les zones de libre évolution. Le petit gravelot, la grande mulette, c'est le mollusque, et la bergonnette des ruisseaux, et plein d'autres espèces. Alors ça a été vraiment des surprises. Par exemple, le vaumarin, le phoque vaumarin, quand il a été vu sur un banc de gravier comme ça, dans les journaux, ils ont dit il y a une otarie qui s'est échappée d'un cirque.
Et les pompiers ont essayé de la capturer, mais ils n'ont pas réussi. Alors, c'est ni cirque, ni otarie. C'est le phoque veau-marin qui avait complètement disparu de France. On les avait tous tués. Donc, on ne savait pas à quoi ça ressemblait. Et puis, on les a protégés. Et donc, ils sont revenus petit à petit. Actuellement, il y a entre 500 et 1000 phoques veau-marins. Et pareil avec les phoques gris. Alors, pour vous montrer la différence de considération de la faune sauvage entre la France et le Royaume-Uni, par exemple, donc, les phoques gris, en France, il y en a à peu près 500. Et il y a une association de pêcheurs anti-phoques gris, anti-phoques d'ailleurs, anti-phoques, ils veulent les réguler, leur tirer dessus, il y en a 500. Au Royaume-Uni, il y en a à peu près 90 000. Mais il n'y a personne qui demande... Alors, je pense que les phoques gris de feu Sa Majesté étaient véganes. Et donc, ne posait pas de problème. Voilà. Mais c'est intéressant de voir cette réaction. Alors, le bec de Vienne, pourquoi j'ai mis ça? Parce que quand on a enlevé le barrage, eh bien, à ce moment-là, le sable est parti, transporté par la Vienne. Et ici, vous avez le cours d'eau qui est en bas, c'est la Vienne. Et le cours d'eau qui est au-dessus, avec les bancs de sable, c'est la Loire. Donc, on est à la confluence de la Vienne et de la Loire. Et ce sable va continuer, va descendre jusqu'à Nantes et va finir par être repris en mer. Donc ça, c'est un retour vers une fonctionnalité, transport de sédiments. Les plages vont pouvoir être refaites. Dans ces sédiments, il y a du calcium. Et ce calcium est utilisé avec le CO2 de l'atmosphère pour former du CaCO2, carbonate de calcium, qui est le calcaire, c'est-à-dire... CaCO3. Donc, quand vous fabriquez un petit coquillage, vous stockez du CO2 pour, ça il va devenir fossile, donc pour ad vitam aeternam, pour des millions d'années. Et donc, si demain, on laissait les fleuves redéverser à nouveau les sédiments dans la mer, si on arrêtait le chalutage de fond de mer, à ce moment-là, immédiatement, on aurait un stockage de CO2 efficace, sans retour. Mais on préfère racler les fonds. Voilà. Donc, mais voilà un bel exemple. Alors, quand on a effacé un barrage et que ça se passe bien, mais après, on peut en effacer d'autres. Alors, là, vous avez en haut à gauche le barrage de Poutès, donc, qui est assez haut, et il empêche le saumon de passer. Donc, photo de droite toujours en haut. Voilà, le même barrage, il a été effacé. Et l'eau s'est remise à couler. Les sables se sont étalés. Et les saumons peuvent remonter maintenant. Là, on est à pratiquement 1000 km. On est sur l'Allier. On est à 1000 km de la mer. Et les saumons, des saumons de 1 mètre de long, on dit que c'est le saumon des 3000. Il fait 1000 km en eau douce. Il arrive à 1000 mètres d'altitude. Et il fait 1000 mm de long, 1 mètre de long. Voilà. S'il avait disparu, c'était la fin du grand saumon atlantique d'Europe. Et là, on a réussi à le sauver, et notamment en effaçant le barrage. Alors vous avez en bas à droite un grand barrage effacé dans, je ne me rappelle plus quel pays, en Lituanie, je crois. Et donc voilà. Au niveau européen, on estime qu'on a à peu près 1 million de barrages. Et sur ce 1 million de barrages, il y en a beaucoup qui ne servent plus à rien. Donc l'objectif, c'est d'en effacer 1 par jour. Et on en est là. Mais 1 par jour, 365, quand il y en a 1 million, il y a du boulot. Hein. Ouais. Alors rapidement, la façade océanique, donc, comme Gilbert vous l'a dit, c'est peut-être l'endroit où on a le plus de mal à trouver de bonnes nouvelles. Parce que les océans sont pour l'instant écologiquement sinistrés encore. Alors on s'est posé beaucoup de questions sur le fait qu'on a réussi à inverser la tendance sur le continent, mais que malheureusement au niveau des océans, on est encore au point le plus bas et on continue même à descendre. Et notre ami François Sarano, qui est océanographe et océanologue et qui a beaucoup travaillé avec l'équipe Cousteau, qui a donc beaucoup étudié ce problème-là, lui, il pense que c'est parce que ce qui se passe sous l'eau, sous les océans, il y a très peu de gens qui en ont conscience. Il y a très peu de gens, d'abord, qui ont la chance d'aller y voir.
Et puis du coup, comme on ne voit pas ce qui se passe, il y a une espèce d'ignorance, d'indifférence qui retarde un petit peu le processus de protection efficace. Vous avez là une image du grand pingouin qui fait partie des très rares animaux européens qui ont totalement disparu du continent. Là, actuellement, vous ne pouvez plus les voir malheureusement que sur les gravures et empaillés dans les musées, comme c'est le cas de ces deux exemplaires que vous voyez ici. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles quand on regarde d'un petit peu plus près, notamment l'histoire des fous de Bassan. Les fous de Bassan ont été chassés, alors contrairement au grand pingouin qui lui n'était chassé que par pur plaisir. En fait, les animaux empaillés et les œufs servaient à garnir ce qu'on appelait les cabinets de curiosité, qui se sont créés à peu près au XVIIIe siècle. Et donc, c'était très chic, quand on avait un petit peu d'argent, d'avoir une pièce comme ça dans sa belle demeure et de pouvoir montrer, épater tous les copains en montrant voilà, sa collection. Il y en a qui font des collections de timbres, eux, ils collectionnaient les oiseaux empaillés, les œufs, etc. Et sinon, le grand pingouin, on l'utilisait pour rien d'autre. Hein. On ne s'en servait pas ni pour le plumage, ni pour la viande, on ne le mangeait pas. Il était un petit peu indigeste, trop élastique. Par contre, le fou de Bassan, lui, était très apprécié. Et donc, on trouve des écrits, notamment dans les archives écossaises, qui permettent de savoir un petit peu ce qu'il en était, et notamment au XVIe siècle. Ils en faisaient ce qu'ils appelaient des gougas. C'était un peu des amuse-gueules qui étaient servis dans les cours royales et très prisés. Ils s'en servaient également pour garnir les édredons. Il fait relativement froid dans ces contrées. Et quand on sait qu'il fallait 250 oiseaux pour confectionner l'édredon de duvet d'un seul lit, on imagine le massacre que ça pouvait être pour fournir tout le Royaume-Uni, enfin toute l'Écosse, en édredon. Alors, l'animal a été protégé, mais bien entendu, toutes les règles générales ont une exception. La seule qui existe encore, le seul endroit où on le chasse encore, c'est une petite île qui est localisée ici au nord de l'Écosse. Et ce sont les pêcheurs, chasseurs d'un petit village qui est situé sur une des îles écossaises qui est ici, qui chaque année font un petit voyage sur l'île en question. Alors c'est assez intéressant, c'est au nom des chasses traditionnelles, vous avez peut-être déjà entendu ce discours ailleurs. Vous avez donc là sur l'image de gauche une image d'archive qui vous montre les chasseurs-pêcheurs et le tas de fous de Bassan qu'ils ont abattus dans la journée et plumés. Et là vous avez une image beaucoup plus récente qui date d'il y a 4 ou 5 ans, donc vous avez toujours la même tradition qui perdure. Mais à part ça, l'oiseau a été protégé et grâce à la protection, eh bien, on s'est rendu compte que quand on ne les tue pas, ils vivent et se reproduisent. C'est le grand concept qui est en vogue. Il a fallu de longues études scientifiques pour arriver là. Et donc pour le fou de Bassan, on est passé en 1889, donc un siècle après la Révolution française, de 50 000 couples répartis en 9 colonies sur l'ensemble de l'Europe, à actuellement plus de 400 000 couples qui représentent 36 colonies que vous voyez représentées sur l'image ici. Chacun des points rouges est une colonie de fous de Bassan. Donc la protection finalement permet de très belles choses. Même chose pour le pigargue à queue blanche, on a connu une spectaculaire expansion. 1000 couples au début du XXe siècle, 15 000 couples aujourd'hui. Et bonne nouvelle, cet oiseau qui était devenu quasiment absent de France, a fait l'objet d'un problème de réintroduction autour du lac Léman. Donc on est en train de relâcher un certain nombre de pigargues. Et pour une fois, les pêcheurs, bien que ce soit ce qu'on appelle l'aigle pêcheur, hein, ils mangent du poisson, les pêcheurs ne trouvent pas trop à redire parce qu'une des premières proies qui a été capturée par les couples nouvellement relâchés, par les oiseaux nouvellement relâchés, ça a été des cormorans. Et les pêcheurs n'aiment pas du tout les cormorans non plus parce qu'eux aussi, ils ont le malheur de manger des poissons. Donc on s'en sort pas trop mal. Alors, une petite balade dans le Grand Nord, on est en Islande et on arrive sur un secteur où tout est abandonné et on regarde un petit peu l'histoire. En fait, c'est lié à la pêche au hareng. Donc, les Islandais ont pêché le hareng pendant quelques dizaines d'années, pas plus, parce qu'ils ont épuisé très vite les populations. Et donc, pendant qu'ils pêchaient le hareng, il
il y avait une activité, ils salaient les harengs, ils les mettaient dans des espèces de conteneurs, et puis ils vendaient ça. Et puis ça a périclité. Et actuellement, on a des ports fantômes, donc c'est assez étonnant. Et puis, on a une surprise, une exception, un port, le port d'Húsavík. Et à Húsavík, ils ont vite compris que le hareng, c'était terminé, tout le monde allait être au chômage. Et a commencé l'observation des baleines. Donc ils ont mis en place un système d'observation des baleines, le whale watching. Et quand on est arrivé là, il y avait deux bateaux, c'est des anciens bateaux de pêche qui ont été recyclés en quelque sorte, tout pimpant. Les hôtels étaient complètement remplis de touristes, et les restaurants, etc. Le petit village était riant. Et encore une fois, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, l'économie de la contemplation rapporte beaucoup plus que l'économie de l'exploitation. Et les Islandais, pendant longtemps, ont pêché la baleine, ont chassé la baleine, et là, tout dernièrement, ils ont arrêté définitivement. C'est jamais certain, mais enfin, en tout cas, voilà, ils ont arrêté. Voilà, c'est la baleine à bosse, une baleine dont les effectifs ont énormément augmenté, et qui est magnifique. Alors, le monde méditerranéen, là aussi, on a des retombées économiques intéressantes. Vous avez ici un mérou, et le mérou était présent dans le parc national de Porquerolles, donc en 1963, quand on l'a créé. Et il restait moins de 10 mérous. Et les pêcheurs sous-marins qui pratiquent la chasse sous-marine disaient c'est la pollution de la Méditerranée. Ils disaient c'est pas nous on tire les mérous, mais ils ressuscitent. Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils disaient. Et on s'est mis à compter les mérous, et un demi-siècle après, il y avait à peu près 800 mérous, donc là où il y en avait moins de 10. Et puis ensuite, il est allé s'installer sur Porquerolles. Et tout dernièrement, il s'est installé sur le continent. Alors, le parc national de Porquerolles a fait un calcul. Il a calculé combien rapportait un mérou vivant. Vous avez un mérou, vous faites une plongée pour aller l'observer. Donc la palanquée, vous avez 3-4 personnes. Ils regardent le mérou, ils sont contents, ils peuvent faire une photo, il est beau le mérou. Voilà. Et puis ensuite, il fait un chèque, puis il repart. Mais un détail très important, on n'a pas tué le mérou. Donc le lendemain, il y a un autre groupe de plongeurs qui vient. Oh, il est beau le mérou. Un chèque. Et comme ça, on s'est rendu compte qu'un mérou vivant rapportait, pendant sa vie, il vit 40 ans. Il vit 40 ans. Donc, il rapportait pratiquement 400 000 euros, à comparer avec le prix du mérou dans la casserole. Donc, le mérou qui n'est pas dans la casserole rapporte infiniment plus que le mérou cuit, quoi. Voilà. Donc, ces exemples-là sont intéressants, parce qu'ils montrent qu'on est des imbéciles. Les ressources naturelles, elles sont toutes gratuites, sans aucune exception. Personne n'a payé pour fabriquer le mérou. Le mérou, il a fabriqué. Et tant qu'il est dans la mer en train de nager comme ça, il appartient à personne. Et vous le tuez. Il avoue. Alors, pas le mérou, c'est un mauvais exemple, parce qu'il est protégé. Vous n'avez plus le droit de le tuer. Mais il y a 3 espèces de poissons protégés en mer. Hein. Donc, c'est pas terrible. Mais voilà. Donc c'est ce calcul qui a été fait par le parc national qui montre vraiment l'intérêt de préserver, quoi, avec une vision économique. Alors la protection a du bon, parce que les tortues, par exemple, c'est un exemple positif pour la mer Méditerranée, on ne vous les citera pas tous, se réapproprient tout à fait les plages de Méditerranée occidentale. Elles étaient relativement préservées sur
la partie orientale de la Méditerranée, où vous trouvez encore la tortue verte, ce sont les points verts que vous voyez ici, qui pour l'instant restent cantonnés sur cette partie orientale de la Méditerranée. Et en noir, vous avez une autre espèce de tortue qu'on appelle la tortue kawan. Et elle, petit à petit, elle a commencé à migrer. Donc pareil, hein, vous aviez un réservoir. C'est toujours les pays les plus à l'est qui servent de réservoir. Je pense c'est un petit peu une coïncidence, mais voilà, c'est un petit peu comme pour les forêts. Et petit à petit, donc, elle s'est répandue sur la partie occidentale de la mer Méditerranée. Et par exemple, en 2017, en 2018, on l'a vu réapparaître. Elle a pondu sur l'île d'Elbe. Alors c'était très amusant parce que personne ne s'était rendu compte qu'elles avaient pondu. Puis un jour, normalement les éclosions se font la nuit, mais là ça s'est fait la journée. Vous aviez les gens en train de se faire bronzer sur la plage, et puis tout à coup, plein de petites tortues qui sont sorties, qui ont commencé à zigzaguer entre les corps enduits d'huile solaire, et puis à essayer d'aller vers la mer. Et c'était évidemment un spectacle étonnant et réjouissant. Et on a vécu la même chose à Palavas-les-Flots en 2018. Ainsi qu'à Fréjus et à Saint-Tropez. Donc petit à petit, cette tortue kawan recolonise les plages de Méditerranée occidentale. Alors vous avez comme ça plein d'autres retours réjouissants. L'aigle de Bonelli, dont les effectifs augmentent lentement mais sûrement. Le lynx pardel, donc qui est le lynx méditerranéen par excellence, que les Espagnols ont très bien protégé et dont les effectifs sont redevenus très intéressants aussi. Alors on attend le retour du lynx pardel sur la partie méditerranéenne française. Pour l'instant, les Français ne sont pas encore prêts dans leur tête à l'accepter, mais sa présence serait tout à fait justifiée. Le cormoran de Desmarais, le phoque moine également, sont des retours attendus, espérés, avec des passages ponctuels. Voilà, donc dès qu'on protège, en fait, tout va bien. Par contre, la vraie question, c'est quelle est la signification d'une aire marine protégée. Vous savez qu'on a créé le parc national des Calanques. Alors, vous avez, pardon, je confonds le bouton. Vous avez ici l'ensemble des aires marines protégées méditerranéennes. Donc quand on voit ça, on se dit waouh, il y en a beaucoup, hein. Sympa. Et là, vous avez l'exemple particulier du parc national des Calanques. Alors ça, c'est ce que Gilbert aime bien appeler le parc national canular. Parce qu'en réalité, alors c'est très intéressant, le parc national, vous avez une partie terrestre, donc on ne va pas aborder là, ce qui nous intéresse, c'est la partie marine. La partie marine, elle fait 40 000 hectares. C'est tout ce qui est en bleu moyen, là, vous voyez. Et puis vous avez le cœur, enfin disons, vous avez une partie plus restrictive de la partie marine, c'est le bleu foncé, où là, on n'a pas le droit de pêcher. 4 000 hectares, donc un dixième, en fait, du parc national. Dans le reste du parc, alors, simplement pour vous dire que cette partie-là, dans cette partie-là, vous avez les égouts de Marseille. Donc, de toute façon, les poissons sont impropres à la consommation, hein. Donc, voilà, on a bien choisi les aires intégralement protégées. Dans le reste du parc, la pêche est réglementée, on va vous dire. Vous avez droit, grosso modo, à 12 kilos par personne et par jour de poissons, si vous êtes un pêcheur sous-marin. Et puis, pour chaque bateau, vous avez droit à 30 kilos. C'est un petit peu comme si vous allez dans la Vanoise, vous voyez un chasseur qui revient avec un bouquetin sur son dos, il vous dit voilà, ça c'est ma prise du jour, je reviendrai demain pour le suivant. Vous voyez, bon, on peut appeler ça protection si on veut. Si on veut. En réalité, si on regarde l'ensemble de la Méditerranée, vous avez en vraiment protection stricte et donc efficace, vous avez 0,06% de la surface méditerranée qui est protégée. Alors, vous savez sans doute, vous avez peut-être entendu parler de directives européennes qui demandent à ce que l'Europe, chaque pays de l'Europe, protège 30% de sa surface, dont 10% en protection stricte. Donc vous voyez que là, en ce qui concerne le milieu marin, on est encore très très loin du compte. En ce qui concerne les protections, quand on a écrit notre livre sur l'Europe réensauvagée, on s'est posé des questions. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de choses qui nous arrivent des États-Unis. Coca-Cola, le McDonald's, vous voyez, plein de choses qui naissent là-bas et puis qui sont importées en Europe. Mais par contre, les Américains, de temps en temps, ils font des belles choses aussi. Et notamment en termes de protection de l'environnement, ce sont les premiers qui ont créé les parcs nationaux. Donc on ne peut pas leur enlever ça. Et surtout, ils ont eu une idée novatrice.
ils se sont rendus compte en faisant des marquages de loups que souvent les parcs nationaux ne sont pas suffisants, même s'ils sont grands, pour couvrir les besoins réels de certaines espèces. Et donc il y a une louve qui a été marquée dans le parc national de Banff au Canada. Et elle avait un radioémetteur, si vous voulez, un colis avec un radioémetteur, un émetteur. Ils ont suivi son transit et ils se sont rendus compte qu'en 2 ans, elle est descendue aux États-Unis jusqu'au parc national de Yellowstone, où elle a fait un petit cours. Elle est remontée au-delà du parc de Banff, et elle est revenue au bout de 2 ans à son point de départ. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que, en fait, vous avez besoin de plus que de sanctuaires sous forme de parcs nationaux. Vous avez aussi besoin, c'est indispensable, de corridors qui permettent la circulation des espèces qui ont besoin du plus d'espace. Et donc, ils ont créé un grand programme qu'ils appellent Y2Y, Y2Y, si vous voulez, c'est un petit peu un jeu de mots. Alors, le premier Y, c'est pour Yellowstone, donc ici, jusqu'au Yukon, qui est la région du Canada. Et donc, ils ont lancé un grand programme d'études pour voir quels sont les obstacles au passage de faune, notamment les voies ferroviaires, les autoroutes, etc., et créer et supprimer ces obstacles d'une façon ou d'une autre, soit en créant des passages à faune, soit en supprimant certaines choses qui pouvaient être supprimées. Et donc, ils ont lancé comme ça un grand programme. Et nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas importer, c'est notre idée, cette belle idée américaine en Europe, en France notamment, mais en Europe, parce que là, on fonctionne à l'échelle. Les États-Unis, c'est l'équivalent de l'Europe en termes de surface. Donc, il faut qu'on se replace aux mêmes échelles. Et en réfléchissant bien, on s'est dit, mais en fait, nous avons déjà une zone de sanctuaire. Je vous ai parlé des montagnes au début, vous vous rappelez ? Nous avons déjà plein de parcs nationaux et de surfaces protégées dans toutes les montagnes européennes. Et pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas les corridors qui relient tous ces sanctuaires? Et on pourrait appeler ça le programme Sea-to-Sea. Nous aussi, on peut faire un petit jeu de mots. Sea comme la mer, donc on irait de l'océan Atlantique, la mer Atlantique, jusqu'à la mer Noire, voire la mer Caspienne, si on est assez audacieux pour aller jusqu'au Caucase, en passant par la Turquie. Ou alors, au pire, la mer Noire, et en s'arrêtant au niveau des Carpates. Voilà, si, en anglais, c'est la façon anglaise de prononcer C. Donc on lance l'idée et on espère qu'elle va germer dans les cerveaux assez rapidement pour qu'elle puisse effectivement être appliquée. Alors dans ces forêts, dans ces montagnes, ce qui est important, c'est de montrer que on a appris, grâce aux parcs nationaux, certaines notions qu'on ne pouvait pas imaginer, notamment les densités naturelles des ongulés sauvages. Quand on a créé le parc national de la Vanoise en 1963, comme le parc de Porquerolles qu'on a évoqué, eh bien, il y avait à peu près 400, 500 chamois dans le parc national. On les a protégés et on est arrivé à 1000. Et là, notamment les chasseurs disaient il y en a trop, ils vont être malades, ils vont avoir des maladies, etc. Bon, ben, on est dans un parc national, donc on les a préservés. De 1000, on est passé à 2000, puis après à 3000, 4000, ils se roulaient par terre, c'est la fin du monde. Et on est arrivé à 6000. Et quand on est arrivé à 6000 chamois, ben ça s'est arrêté, ça n'a plus augmenté, c'est resté à 6000. Or, le parc national de la Vanoise, il fait 60 000 hectares. Donc, on était à une densité de 10 chamois pour 100 hectares, ou 10 chamois pour 1 km². Eh bien, quand le chamois arrive à cette densité, il met en place le planning familial. Cherchez pas, c'est un truc qu'on ne connaît pas, nous. Voilà. Donc, il met en place le planning familial, et par différentes attitudes, systèmes, eh bien, ils vont réduire très fortement la production de jeunes. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut avoir de fortes densités et qu'en plus les espèces s'autorégulent. Et ça, c'était avant l'arrivée du loup. Et depuis que le loup est arrivé, il participe à cette régulation. Mais il y a toujours autant de chamois malgré tout. Et il est en parfait équilibre au niveau densité avec son milieu naturel. Voilà, et pour finir, donc, j'ai eu l'immense privilège de visiter la grotte Chauvet, la vraie. Et quand on est dans cette grotte, on voit tous les détails qui ont été représentés par l'homme de Cro-Magnon, qui n'avait ni jumelles, ni téléobjectif. Eh bien, on se rend compte qu'il y avait une diversité extraordinaire, pas mal d'espèces, une abondance
Donc on voit la fresque des lionnes. Voilà. Et puis la proximité, c'est-à-dire de voir tous ces animaux de près. Et donc reconstituer, réensauvager l'Europe et la France, c'est remettre de la faune, et ça ne nous fera que du bien. C'est vraiment, nous sommes, notre espèce est née et a vécu avec la grande faune. Et c'est peut-être pas par un pur hasard qu'il n'y a que l'Afrique noire qui a gardé toute sa grande faune. Parce qu'ils ont toujours vécu ensemble. Alors qu'en Europe, l'homme est arrivé par vagues successives, ou quand il est allé en Australie, par exemple, il y a 50 000 ans, il a détruit, il a fait disparaître un grand nombre d'espèces géantes, de grande faune. Alors qu'en Afrique, il a toujours vécu. Et l'éléphant, si on fait une bêtise, il est là. Voilà, on vous remercie. Alors, il reste un petit quart d'heure, je crois, pour d'éventuelles questions. Donc, je ne sais pas s'il doit y avoir un micro qui circule. Un micro, si vous avez des je questions. vais faire circuler un micro. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Et en effet, on va consacrer environ un quart d'heure aux questions avant la balade pour ceux qui se sont inscrits. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire passer ? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour votre travail qui nous inspire tous, je crois, énormément et nous motive. J'ai une petite question sur les forêts. Il se trouve que je suis moi-même sylviculteur et que je suis un peu en but. Je suis pris dans les deux grandes écoles de sylviculture, la traditionnelle, extractiviste, productiviste, et puis la, entre guillemets, plus naturelle, où on essaye de pratiquer ce qu'on appelle la futée irrégulière, c'est-à-dire le mélange d'espèces, d'essences plutôt, et un choix très qualitatif des arbres à exploiter. Mais on est en but très souvent, du côté même des institutions forestières, à un argument concernant le stockage du CO2. Ils nous disent que si on n'exploite pas, ça c'est pour les réserves intégrales, ou de façon très sélective les forêts, on ne stocke pas autant de carbone que si on l'exploite de façon productiviste, en faisant des coupes abondantes et en replantant abondamment les forêts. Je ne sais pas si vous avez un élément de réponse sur ce sujet. Oui, alors effectivement, ça c'est un discours qui a été très en vogue jusqu'à ce qu'il y a très peu de temps. Il y a des travaux qui ont été faits par des anglo-saxons, parce qu'on dispose maintenant de technologies un petit peu plus perfectionnées. Alors, je n'ai pas personnellement travaillé sur la question, mais il y a une publication qui est sortie assez récemment et qui bat en brèche cet argument et qui montre que, contrairement à ce qu'on a longtemps dit et que vous venez de relater, une forêt en libre évolution stocke, alors je ne voudrais pas me tromper sur les chiffres, mais je crois 36 ou 36 fois plus de CO2 qu'un espace cultivé, et même 9 à 10 fois plus qu'un espace cultivé avec des méthodes de permaculture bio, comme la sylviculture raisonnée que vous prenez. Donc voilà ce que je peux vous répondre. Je n'ai pas d'argument personnel, je ne cite que des travaux de recherche qui ont été faits. Oui, ici, je voulais parler de ce que vous pensez, si vous voulez pas aborder vraiment le sujet, c'est sur les insectes, parce qu'il y a eu la biodiversité qui a nettement chuté, enfin, puis le nombre d'insectes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de, entre guillemets, réensauvager avec les insectes? Ça me semble beaucoup plus difficile que par les animaux dont vous avez parlé. Qu'est-ce que voilà. Oui, mais vous avez raison. C'est presque un paradoxe. C'est plus facile de réintroduire l'ours dans le Massif central, par exemple, que de faire revenir des espèces de papillons. Et les insectes sont d'excellents indicateurs. Et comme il y a un très très grand nombre d'espèces, on voit qu'ils sont extrêmement sensibles. Donc, je prendrai
deux exemples. Dans les papillons, il y a un papillon qui s'appelle l'ermite, qui vit sur des terrains un peu calcaires. Et on a sa carte de répartition par département, tout simplement par département, présence-absence, donc à quelques décennies de distance. Actuellement, ce papillon, un très beau papillon d'ailleurs, l'ermite, il est présent dans pratiquement dans un tiers seulement des départements où il était présent auparavant. Et donc on va le retrouver dans le sud des Alpes, dans les coins complètement abandonnés du Massif central. Et alors voilà, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, ce sont les éphémères. Les éphémères qui vivent dans les cours d'eau. Eh bien, il y a de rares endroits où on a fait des inventaires au XIXe siècle. Et on peut les comparer avec actuellement. Et il y a une chute absolument drastique du nombre d'espèces d'éphémères. Et pareil, quand on prend l'autre groupe, des plécoptères, donc on a la même chose, et les trichoptères aussi, donc c'est les trois groupes d'ordre d'insectes qui vivent à la fois dans l'eau et dans l'air, ont énormément diminué à cause de la baisse de la qualité. Et enfin, je prendrai un autre exemple, cette fois-ci chez les mollusques, et ça j'ai beaucoup travaillé sur cette espèce, c'est la moule perlière. Donc c'est une moule d'eau douce qui ne supporte pas, qui ne peut pas se reproduire s'il y a plus de 1 mg de nitrate par litre. 1 mg de nitrate par litre. Alors, je suis expert au Conseil de l'Europe quand on échange sur les invertébrés. Et donc, plusieurs fois, j'ai fait une conférence où j'arrive avec une bouteille de Volvic que je pose sur le pupitre. Et je dis, voyez, voilà l'eau que l'on recommande pour les petits bébés français. Et on regarde sur la bouteille, il y a 7,4 mg de nitrate par litre. Alors, je dis, mais le bébé français est très résistant. Donc, c'est pas un problème. Mais la moule perlière, j'ai essayé de discuter avec elle, de dire, tu forces un peu le trait, hein, 1 mg, il ne faut quand même pas exagérer. Elle m'a dit, niette, non, c'est moins d'1 mg ou rien. Et c'est intéressant d'avoir effectivement ces espèces hyper exigeantes, qui nous montrent, comme disait Béatrice tout à l'heure, avec les références glissantes, on oublie, hein, qui nous montrent ce qui a existé. Et pour la moule perlière, j'ai des amis qui travaillent dans des bureaux d'études, ils m'avaient dit, mais non, mais ça n'a jamais existé, moins de 1 mg. J'ai retrouvé des données anciennes dans le Baravon, dans un affluent de la Dordogne, la Haute-Dordogne, voilà, un affluent, des données qui montraient qu'on avait 0,5, 0,8 mg de nitrate par litre. Donc voilà. Et ça, alors que faire? C'est pas compliqué. Il faut arrêter d'utiliser des engrais chimiques. Il faut arrêter de labourer le sol. On sait faire maintenant, on se rend compte. Labourer un sol, c'est une aberration. Le sol, c'est quelque chose qui se fait petit à petit et avec des horizons. Ce qui est en haut doit être en haut, ce qui est en bas doit être en bas. Alors il y a les vers de terre qui vont chercher en haut, qui redescendent, ils savent faire ça. Et nous, on arrive avec la charrue. Bon, voilà, c'est la catastrophe. Et puis toutes les substances chimiques, en gros, tous les polluants, donc qui soient d'origine agricole ou d'origine industrielle, voilà, il faut arriver à supprimer tout ça. Mais il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de situation, c'est à peu près de compromis. Ça n'existe pas, le compromis dans la nature. Ça passe ou ça passe pas. Mais voilà, et notamment avec le monde des invertébrés. Mais ces bioindicateurs sont vraiment remarquables et imparables. Et c'est très difficile. Je faisais présent j'étais à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, et donc on parlait des nitrates. Et en Bretagne, dans le Scorff, les Lornes, vous avez jusqu'à 50, voire même parfois 100 mg de nitrate par litre.
Donc, dans le SCORF, 100 mg de nitrate par litre. Et on disait, on va passer à 50. Et moi, je prenais l'image en disant, c'est comme si on tire 10 balles dans la tête de quelqu'un. Il sera bien mort, hein, bien sûr. Bon. Puis on dit, mais on va améliorer les choses. On n'en tire que 5. Le gars il dit, ah, vous me tirez 5 balles dans la tête, c'est bon, merci. Ben voilà, ben c'est pareil. Vous avez 10 doses de nitrate, ben quand vous en mettez 5, ça ne change rien du tout. Voilà. Donc c'est bien plus difficile. Et on est bien d'accord que nous, on est un peu des imposteurs, parce qu'on vient avec notre monde de tout va bien, et on n'est pas du tout dupes. Mais en même temps, ça donne envie de... Donc, montrer qu'il y a du positif. Je crois que le constat du catastrophisme, il a été fait et tout le monde en est bien pénétré. Et nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'on n'est plus au point le plus bas. Il y a des progrès qui ont été faits, il y a des choses qui ont déjà été faites. Ça marche. Et donc, en fait, il faut s'appuyer sur ces réussites pour pouvoir aller plus loin et retrouver un monde un peu moins pollué. Et clairement, par rapport aux insectes, ça passe par un changement des pratiques agricoles qui n'est pas encore généralisé, mais qui est en cours. Il y a un certain nombre d'agriculteurs qui pratiquent la permaculture bio, l'agroforesterie. C'est encore timide, mais ça se développe de plus en plus. Et puis après, il y a aussi, je dirais, notre comportement de consommateur à tous. C'est ce que vous mettez dans votre caddie qui va dicter le modèle de production qui est derrière. Donc on peut, chacun à notre échelle, jouer un rôle dans ce changement. Qu'en est-il de la biodiversité des sols et des plantes dans les espaces protégés où il y a des animaux sauvages, etc. Comment ça se passe pour eux? Ça se passe bien. Est-ce qu'il y a des nouvelles espèces? Comment les plantes et les sols? Parce que tous les vivants, ils sont aussi importants les uns que les autres. Absolument. Nous parlons beaucoup des animaux, mais les plantes, chacune elle a son histoire, elle est unique, elle a son devenir, elle a un fonctionnement radicalement différent de l'humain, donc c'est encore plus difficile. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous constatez par rapport à elles? Alors il y a les plantes et puis il y a les bactéries aussi. Hein. Il est clair que dans les endroits qui sont préservés depuis un temps suffisamment long, parce qu'il faut du temps pour reconstituer un sol, c'est ce que disait Gilbert tout à l'heure, vous avez une richesse et une biodiversité dans le sol avec les champignons microscopiques, ce qu'on appelle des micro-rhizes, qui vont coloniser les racines des arbres notamment. Vous avez également un développement de bactéries, de divers micro-organismes. Et on est bien d'accord sur le fait que cette petite biodiversité est extrêmement importante, c'est même la plus importante. Par contre, elle est invisible. Et donc, c'est plus parlant quand on explique les choses, de s'appuyer, comme on l'a fait sur quelques espèces iconiques, qui ont quand même l'avantage que lorsqu'elles sont présentes, ça veut dire que le reste est là aussi. Ça va être un peu ce qu'on appelle des espèces parapluies, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur ces espèces iconiques qui ont des besoins très exigeants, à la fois en espace et en qualité de milieu, pour protéger par effet cascade tout un ensemble d'organismes animaux ou végétaux qui vont bénéficier de cette protection-là. Donc, j'espère que vous n'êtes pas choqués du fait qu'on n'ait pas parlé justement de la biodiversité du sol, etc. On s'est attaché à certaines choses un petit peu marquantes, mais bien entendu, derrière la protection de ces espèces iconiques, il y a aussi, par effet ricochet, toutes les espèces qui sont protégées. Et là, j'en profite, puisque vous parlez de tout ce qui est dans le sol, pour faire un petit aparté. Et simplement attirer votre attention sur une chose. Très souvent, dans les espaces protégés, vous avez des sentiers de randonnée pour que l'être humain puisse quand même fréquenter ces espaces, en retirer tous les bénéfices au niveau de sa santé, de son psychisme, de la beauté, au niveau esthétique également. C'est très agréable de se promener dans des endroits comme ça. Rencontrer un animal sauvage, surtout de grande taille, c'est un événement rare et donc ça nous apporte de la joie. Vous ne revenez pas dans le même état d'esprit quand vous avez rencontré un bouquetin que quand vous avez vu un beau paysage alpin vide de tout animal.
mais surtout, ce qui est très important, c'est rester dans ces sentiers. Parce que si vous sortez des sentiers, vous allez piétiner les sols, vous allez les tasser. Et sans le vouloir, vous allez écraser quelques petites espèces, des lichens, etc., qui mettent des siècles pour se développer et se régénérer. Et vous allez tasser les sols, ce qui va tuer les mycorhizes qui permettent par ricochet le meilleur développement de l'arbre. Donc disons, la protection, elle ne passe pas par la mise sous cloche et la fermeture à l'espèce humaine, mais simplement par un respect d'un certain nombre de règles de comportement qui permettent à chacun de se développer en bonne entente. Merci de rappeler ça, parce que dans la forêt de Fontainebleau, c'est la carte. Par rapport à la marche sur les... Allez, C'est la catastrophe. on va juste prendre une dernière question courte pour voilà, respecter à peu près l'horaire et je vous donne pas. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Je voulais avoir votre avis concernant les espèces animales invasives. Les espèces animales invasives. Il y en a pour des jours et des jours. Non, en fait, malheureusement, il y en a de plus en plus, et il y en aura de plus en plus avec le développement des échanges. Donc voilà, on a des mondes, que ce soit l'Amérique du Nord ou que ce soit l'Asie, où il y a plein d'espèces capables, très concurrentielles. Et donc si on les amène chez nous, où on est moins concurrentiel parce qu'on a subi les glaciations, eh bien, elles s'imposent. Donc, je vais donner simplement un élément qui me paraît le plus important à prendre en compte. On s'est rendu compte, et ça c'est bien démontré, que quand un écosystème est en bonne santé, qui fonctionne normalement, qu'on ne s'occupe pas de lui, il est beaucoup plus résistant aux espèces invasives. Voyez-vous, je vous donne l'exemple très précis des gorges de l'Ardèche. La réserve naturelle des gorges de l'Ardèche, elle fait 30 km de long. Donc, à l'amont et à l'aval, on a fait de l'entretien de rivière. C'est-à-dire, on a coupé un tronc ici ou là pour que la lumière arrive, etc. On a fait du jardinage. Et moi, je me suis opposé à ce qu'on le fasse dans la partie de la réserve. Résultat, hors réserve, là où on a fait du jardinage, on a mis de la lumière qui est venue, qui a fait exploser la renouée de sakhaline. Et voilà, c'est des plantes invasives absolument terribles. Et à l'aval aussi. Et sur les 30 km de la rivière laissée naturelle, il n'y a aucune renouée. Donc c'est vraiment voilà, l'élément factuel, positif et de réaction, c'est de traiter, c'est comme un corps humain, quoi. C'est bien de traiter la maladie, mais souvent, il faut traiter le bonhomme pour qu'il n'attrape pas la maladie, quoi. Voilà, c'est un peu la même approche. Sinon, il y a des situations... Les écrevisses américaines qui sont dans nos rivières, plus jamais elles disparaîtront, parce qu'on a 3 espèces d'écrevisses en France. C'est ridicule, mais c'est comme ça, c'est l'histoire évolutive qui veut ça. En Amérique du Nord, dans le genre Orconectes, il y a 100 espèces d'écrevisses. Dans d'autres genres, donc il y a plusieurs centaines qui sont toutes en compétition. Donc l'écrevisse Yankee qui arrive dans le pays des Gaulois, il dit mais ils sont que 3, on va se les bouffer, et puis voilà. Et c'est ça les Américains. Voilà, merci en tout cas pour votre attention, merci pour vos questions et votre intérêt.